Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Noah pour ce nouveau numéro de 20h le rattrapage. Pendant une demi-heure, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine, en compagnie de mon invité. Bonsoir, Daniel Barbe. Bonsoir Elsa, bonsoir tout le monde. Installez-vous. Vous êtes le maire socialiste de Blasimont, une commune de 900 âmes en Gironde. Vous êtes également président de l'association des maires ruraux de la Gironde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors ensemble, nous allons réagir au sujet, aux événements qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Comme cette image qui va s'afficher, la tombée des masques en extérieur dans certains départements de notre région. Est-ce qu'enfin, lorsque vous voyez ce genre d'image, vous commencez à entrevoir le bout du tunnel? Oui, mais par moments, on a cru l'entrevoir déjà. Et puis on est revenu en arrière. Et il faudra quand même malgré tout que l'on soit tous sérieux. Et il faut en appeler à la responsabilité des gens. Respecter encore des gestes barrières, respecter encore cette pandémie. Il faut la respecter parce que on nous avait dit au début de la pandémie que c'était la guerre. Donc si c'est la guerre, c'est un adversaire. Si c'est un adversaire, il faut le respecter jusqu'au bout. Là, dans les communes, dans les départements où le masque n'est plus obligatoire en extérieur, finalement, on s'est adapté au comportement des gens qui le mettaient de moins en moins. Oui, bien entendu. Et puis, vous savez, il y a quand même deux mondes. Il y a le monde urbain, il y a le monde rural, il y a aussi le monde littoral. Donc, on pourrait dire trois mondes. Et on a, nous, dans le monde rural, au plus profond de la Gironde, on n'a pas senti toujours cette pression de la maladie parce que les indices étaient beaucoup plus bas que quand on est sur le littoral ou dans le monde urbain. Donc il y a déjà un petit moment sur certaines festivités, les masques sont tombés effectivement. Alors les masques peut-être, mais attention quand même. Alors, ce sont les préfets qui ont eu le pouvoir de lever l'obligation du port du masque dans l'espace public. Donc, sont concernés chez nous les Pyrénées-Atlantiques, les Landes ou encore la Charente-Maritime, où cet assouplissement est entré en vigueur mercredi. À La Rochelle, notre équipe est allée recueillir vos réactions. Les masques tombent, les sourires reviennent. Avec la fin du port du masque sur la voie publique, les Rochelais respirent à nouveau l'air marin à plein poumon. On peut découvrir mieux les visages comme ça. C'est plus sympa. C'est tellement pénalisant ce masque à tout point de vue, que ce soit le visage des autres, le sourire. Enfin voilà, oui, on revit quand même. La préfecture de Charente-Maritime a décidé de lever cette obligation du masque en vigueur depuis le 19 juillet dernier, en raison du taux d'incidence passé en dessous du seuil d'alerte des 50 cas pour 100 000 habitants. La situation sanitaire en Charente-Maritime s'est nettement améliorée de façon continue depuis la fin du mois de juillet. En début de semaine, on était à un taux d'incidence autour de 37 pour 100 000, ce qui nous fait passer en dessous du seuil d'alerte défini par les autorités nationales. Le masque reste obligatoire dans tous les établissements recevant du public où le pass sanitaire n'est pas demandé. Les magasins, centres commerciaux, marchés couverts, services administratifs ou encore gares et transports en commun. En revanche, quand le pass sanitaire est requis, l'exploitant peut décider lui-même de l'obligation ou non du port du masque. Face à cet assouplissement des règles, le maire de La Rochelle ne cache pas son soulagement. Ça faisait un moment que nous attendions cet instant où on puisse retirer le masque, effectivement. Depuis aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire dans l'espace public à La Rochelle parce que la maladie a bien régressé. Je pense qu'il y a l'effet de reflux de la maladie, plus de la vaccination. Autre bonne nouvelle, celle annoncée par le gouvernement à la mi-journée. La fin du port du masque à l'école élémentaire à partir du 4 octobre pour les départements avec un taux d'incidence inférieur à 50 cas pour 100 000. Bon, et la transition est toute trouvée pour le reportage qui va suivre. La fin du masque dans les écoles dès le 4 octobre dans les départements donc, où le taux d'incidence est en dessous du seuil d'alerte. C'est par exemple le cas en Dordogne. Daniel Barbe, on se retrouve juste après ce reportage. Le masque à l'école primaire, bientôt un mauvais souvenir. Celui-ci ne sera plus obligatoire dès le 4 octobre, une nouvelle qui rassure les parents. Plutôt ravie pour les enfants en difficulté, pour la compréhension et tout ce qui s'ensuit. Un soulagement parce que c'est vrai que je pense qu'on s'inquiète peut-être un peu plus nous que les enfants en fait qui ont pris l'habitude. Donc moi je suis assez soulagée. Avec un taux d'incidence de 33,8 cas pour 100 000 habitants, la Dordogne fait partie des départements situés sous le seuil d'alerte. Elle pourra donc assouplir les protocoles scolaires dans ses écoles élémentaires. Cette annonce, faite par le gouvernement aujourd'hui, reste plutôt bien accueillie par les parents d'élèves, mais il faut rester prudent.
S'ils nous disent qu'il faut enlever les masques, on va enlever les masques, en sachant qu'il y aura toujours des risques et qu'il faudra toujours faire très très attention. C'est vrai que là, on reste sur une réserve. Même son de cloche du côté des enseignants. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'avec ce virus, on n'est pas à l'abri. Je pense que depuis 1 an et demi maintenant, on a appris que qu'il y avait de multiples rebondissements. Et d'ici le 4 octobre, on ne sait pas trop ce qui va se passer encore. Par contre, pas question de toucher au pass sanitaire. Celui-ci restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Une déception pour Kyle Stansby, employé au cinéma de Périgueux, qui pensait enfin lui dire au revoir. C'est vrai que c'était une fausse joie qu'on a eue, un peu de déception par rapport à ça. Je garde les doigts croisés, comme je pense tous mes collègues un peu partout, qu'on puisse avoir cette mesure allégée. Il faudra encore rester patient. Même si le pays évite le risque d'une 5e vague de l'épidémie, le gouvernement pourrait prolonger l'utilisation du pass sanitaire jusqu'au 15 novembre. La fin du masque dans les écoles, plutôt prudence ou réjouissance? Alors, prudence, bien entendu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crois qu'il va falloir faire encore attention pendant un petit moment et avoir beaucoup de responsabilités les uns et les autres. Et puis réjouissance pour les enfants parce que c'est très très difficile. Ça a été dur, les difficultés d'apprentissage se sont accrues pour certains enfants. Ou alors les difficultés d'apprentissage et puis les difficultés de lien social, les enfants pour eux c'est très compliqué. C'est une période très difficile pour nous tous, mais pour les enfants et pour la jeunesse en général. Pour la jeunesse en général, même quand on est étudiant, on est à la fac et pouvoir se retrouver, ça compte beaucoup. Et on vient de vivre de sales moments, laissons-les derrière nous, soyons responsables les uns et les autres. Dans ce reportage, la journaliste, elle aborde la question du pass sanitaire aussi. Alors, il devait prendre fin le 30 septembre, il a été prolongé jusqu'au 15 novembre. Ça aussi, pour vous, c'est essentiel, cette prolongation du pass sanitaire? Écoutez, je crois que ça fait partie de la boîte à outils qui a été mise en place. On peut la condamner, on peut condamner le pass sanitaire, on peut, certains s'en réjouir. C'est un outil, peut-être que dans quelque temps, on verra qu'on sera permis une réussite et ne pas avoir la 5e vague. Je ne suis pas assez solide pour pouvoir commenter ça. Je sais que ça fait des clivages, c'est clair, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. C'est là aussi une des difficultés de cette période et c'est difficile à vivre socialement parlant. Ça crée des clivages dans votre commune? Bien entendu, vous avez ceux qui n'ont pas envie d'être vaccinés, qui ont peur du vaccin et qui aujourd'hui, cette petite frange de la population, parce que ce n'est pas beaucoup, se trouve un petit peu mis sur le bas-côté de la route et c'est vrai que c'est difficile. Alors toujours au chapitre de l'éducation, passons à la grève des enseignants. De nombreuses mobilisations ont eu lieu jeudi dans notre région. À Bordeaux, Périgueux ou encore Limoges, où une centaine de personnes se sont rassemblées devant le rectorat. À l'ombre du rectorat, 150 personnes, enseignants pour la plupart, ont manifesté à l'appel de 4 syndicats. Ils réclament un plan d'urgence pour sauver l'école. Là, moi par exemple, j'ai une classe, depuis la rentrée, elle n'a pas de prof d'une matière qui est centrale. Parce qu'il n'y a plus de profs. Le rectorat ment, le ministre ment. Et nous, on est là à essayer de ramer tout le temps pour dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est fatigant. Sollicité, le rectorat n'a pas répondu favorablement à nos sollicitations. Gestion de la crise sanitaire, réforme du lycée, des revendications diverses, mais la principale, c'est la rémunération. La promesse gouvernementale de 2 000 € net minimum pour tout professeur en 2024, le SNES-FSU n'y croit pas. Ils disent à peu près tout et leur contraire sur les plateaux télé puisqu'il s'agit de rivaliser. La réalité, c'est que si on prend entre 2010 et aujourd'hui, selon l'ancienneté dans la carrière, on a entre 20 et 30% de perte de pouvoir d'achat chez les personnels. Donc à un moment, si on veut que des gens rejoignent l'éducation, il faut des moyens, il faut des enseignants et l'objectif étant d'assurer la réussite de tous les élèves, sans exception. Difficile de connaître l'ampleur de la mobilisation. 5% de professeurs en grève en moyenne selon le rectorat. Mais il y avait aujourd'hui jusqu'à 63% de grévistes au lycée Renoir selon les syndicats. Anne Hidalgo a promis de doubler le salaire des enseignants si elle est élue présidente de la République. Daniel Barbe, vous êtes le maire socialiste de Blasimont. Est-ce que vous partagez cette promesse de campagne et surtout, est-ce qu'elle est réaliste ? Écoutez, moi, ce que je dis surtout, c'est que l'école de la République, c'est important. C'est ce qui permet de faire
l'égalité et que vous arriviez d'une famille aisée ou d'une famille en grande précarité, on arrive à sortir des gens de là où ils sont et on arrive à les monter, c'est l'ascenseur social. Il faut du personnel de qualité, il faut que ce personnel soit bien payé. De là à doubler, je ne sais pas si ça sera possible. Si Anne Hidalgo le dit, c'est que certainement elle a regardé ce qu'elle pourrait faire. J'espère. C'est des magots ? Je sais pas parce que je pourrais pas vous dire exactement ce que l'on peut faire, mais si elle le dit, j'espère que c'est tout à fait réalisable. Et moi, je souhaite que l'on puisse mieux payer nos professeurs des écoles et nos professeurs en général, parce que ce sont des gens qui ont l'avenir de la France entre leurs mains. Alors, on reste en milieu scolaire avec cette polémique qui ne vous a pas échappé. Depuis la semaine dernière, déjà à La Ruscade, en Gironde, rien ne va plus entre le maire de la commune et les parents d'élèves qui l'accusent de violence envers leurs enfants. Des parents en colère qui réclament la démission du maire Jean-Paul Labeyrie. Daniel Barbe, votre réaction juste après ce reportage. Ces mères viennent porter la voix de leurs enfants. Perturbés, ces derniers n'ont pas souhaité témoigner. Depuis la rentrée, le fils de Sabine Chenu, âgé de 10 ans, subirait selon elle des mauvais traitements répétés de la part du maire de la commune, régulièrement présent dans la cour de l'école. Mon fils jouait au ballon avec 3 amis. Il a tapé dans le ballon un peu fort, il aurait touché une tuile du toit. Et monsieur le maire est rentré dans une colère noire, est arrivé par derrière, il lui a attrapé l'oreille assez fortement. Il faut savoir que mon fils est quand même assez dur au mal en fait. Et là il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Et après, avec la main, en fait, il a poussé la joue, il a fait une espèce de recul. Ce type d'acte violent serait récurrent. Des parents d'élèves ont déposé 3 plaintes à l'encontre de l'élu en 4 mois. Comme Laetitia Calandro, en mai dernier, l'édile aurait menacé de crever le ballon de son fils et pointé un couteau. Mon fils ne voulait plus aller à l'école. Il vomissait à l'idée de venir, mal au ventre. Je le mettais de force, quoi. Vraiment, c'était ça. Et après ça, il a donc rencontré la psychologue scolaire pendant 2 mois. Depuis la mairie collée à la cour de l'école, Jean-Paul Labeyrie descend régulièrement pour intervenir sur le temps périscolaire. Il nie tout acte violent. Je suis assez serein parce que je sais ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, quoi. Voilà. Le seul tort, effectivement, c'est sans doute d'être trop présent dans la cour d'école parce que on me cherche toujours des noises de ce côté-là, quoi. Plusieurs parents d'élèves demandent à ce que le maire ne soit plus en contact avec les enfants. Le tribunal de Libourne a ouvert une enquête. Une réaction ? Écoutez, je crois qu'il faut laisser, c'est ce qui est dit à la fin du reportage, on va laisser la justice agir et faire. Toujours est-il, quand on est maire, on est toujours en première ligne. C'est pas toujours simple, les rapports. C'est pas toujours simple. D'abord, ce sont des rapports humains. Et les rapports humains, c'est là avec des parents d'élèves. Une autre fois, ça sera des querelles de voisinage. C'est très, très compliqué. C'est mesurer le moment où on doit agir, ne pas agir. La configuration de l'école de La Ruscade que je viens de découvrir est pas facile non plus. La mairie, l'école, la mairie, ça se touche. Mon collègue dit que il est peut-être à tort trop dans l'école, mais comment faire ? C'est très subjectif tout ça. Et puis on a des enfants qui sont aussi, et il faut l'accepter, il faut que les parents l'acceptent. Je suis parent moi-même, même si maintenant mes filles sont grandes. On a certainement les meilleurs enfants du monde, mais ils font aussi des bêtises, nos enfants. Donc voilà, tout ça doit se réguler. J'espère que ça va se réguler et s'apaiser. Parce que ça sera bien pour les enfants, ça sera bien pour la mairie de La Ruscade et mon collègue, et ça sera bien pour les parents. Vous êtes maire depuis 13 ans. Est-ce que vous-même, vous avez connu des tensions, alors pas forcément les mêmes, mais des tensions avec vos administrés ? Oui, ça arrive. Vous savez, la tension, elle commence le jour où vous dites non. Parce que la personne, quand elle vient vous voir dans votre bureau, elle est sûre que vous allez lui dire oui. Et le non fait qu'à un moment donné, il y a une frustration. Alors la frustration, des gens savent la gérer, et d'autres moins la gérer. Des fois, il y a des difficultés, des petits tiraillements, mais on arrive à les gérer. Heureusement, ça n'a pas pris l'ampleur que ça a pris à La Ruscade ou à Saint-Médard-de-Guizière. Il faut aussi que, je le dis très franchement, que la presse fasse bien son travail et ne fasse pas que le buzz. C'est enregistré. On change de registre avec cette mesure qui gagne du terrain, la limitation de vitesse à 30 km/h. Alors après Paris, Bordeaux qui l'imposera en janvier, la ville de Tulle en Corrèze l'appliquera dès le mois de décembre. Qu'est-ce que cette mesure va vraiment changer ? Réponse avec ce reportage.
20, 30 ou 50 km/h, actuellement pas facile de savoir à combien il faut rouler dans Tulle. Un casse-tête qui prendra fin à partir du 1er décembre prochain. En zone sensible, ce sera 30 km/h dans toute la ville basse. C'était une demande forte de la concertation Cœur de Ville qui émanait des habitants justement et des riverains, qui demandaient à ce qu'on améliore le cadre de vie et qu'on rende un petit peu la ville aux piétons et à ses habitants. Donc cette limitation à 30 va peut-être inciter aussi les personnes qui viennent la journée à Tulle à se garer sur des parkings périphériques pour terminer à pied, à vélo ou en bus. Près de 30 000 véhicules passent quotidiennement dans Tulle. Leur vitesse moyenne est de 27 km/h, mais certains vont beaucoup plus vite. L'objectif, c'est de supprimer ces excès de vitesse. Du côté des automobilistes, la mesure est globalement moyennement appréciée. On va marcher à côté des voitures. Non, franchement, moi je trouve ça un peu... C'est compliqué, je veux dire, c'était déjà 50 de l'autre côté et 30 de ce côté. Maintenant, 30 partout, je vois pas l'utilité. Et la sécurité routière alors ? La sécurité routière, de 30 à 50, je pense pas qu'il y aura un impact important. Eh bien, détrompez-vous monsieur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La survie d'un piéton lors d'un choc avec une voiture à 50 km/h est de seulement 10%. Si on descend à 30 km/h, on ramène cette survie à 85% avec, pour ceux qui ne s'en sortent pas, des blessures légères. Ils ne sont pas en invalidité. Outre la sécurité, la mesure permettra également de réduire l'émission de particules fines et de limiter le bruit. Je trouve que ça va dans le bon sens, quoi. Il faut qu'on s'assagisse un peu. L'empreinte carbone est déjà très inquiétante. L'installation des panneaux débutera début novembre. Une tolérance sera appliquée durant les premières semaines. Alors cette limitation à 30 km/h, elle n'est pas finalement que réservée aux grandes métropoles. Ça vous tente ? Écoutez, je vais vous dire qu'à Blasimont, on a une limitation dans le village à 20 km/h. Ah, vous êtes à 20 km/h. 20 km/h. Et pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que tout simplement, on est obligé d'avoir des trottoirs aujourd'hui suffisamment importants pour que les personnes à mobilité réduite puissent se déplacer normalement. Quand vous êtes dans une bastide comme l'on est, on ne peut pas pousser les murs. Donc on est obligé de faire des zones de rencontre sur la voie. Et donc on est à 20 km/h. Attention, c'est pas facile à respecter, mais ça permet à des gens de mieux accepter le fait que des piétons ou un fauteuil roulant puissent être sur la voie. On reste au chapitre des mobilités avec cette promesse faite par Jean Castex. En visite en Limousin cette semaine, le Premier ministre a annoncé vouloir placer Limoges à 2h30 de Paris en train. Pour rappel, le trajet dure minimum 3h15. Comment est-ce possible ? Élément de réponse avec ce reportage. Quel avenir pour la ligne Paris-Limoges ? Pour le Premier ministre, c'est une priorité. Il faut revenir. Et il faut même se fixer le cap d'aller vers les 2h30. C'est à notre portée. Aujourd'hui, la réduction du temps de trajet, une attente de nombreux usagers. Normalement, je mets à peu près 5 heures. Rarement moins de 4 heures, hein, ce qui est, à mon avis, inacceptable. Pour tenir cette promesse, le gouvernement compte sur des travaux de rénovation de la ligne et sur l'arrivée de nouvelles voitures permettant de rouler à plus de 200 km/h. 2h30, Paris-Limoges, un vieux rêve auquel on aimerait croire pour l'attractivité de Limoges. Et ça nous repositionne sur la carte des trajets au niveau national dans un temps raisonnable, même si ça reste assez long, dans un temps raisonnable de transport en direction de Paris. Mais pour les syndicats cheminots, l'objectif n'est pas atteignable avec les moyens actuels. Aujourd'hui, les travaux que le gouvernement aurait tendance à dire qu'ils sont engagés sur la ligne, ce n'est pas ces travaux-là, c'est simplement des travaux pour revenir à un horaire comme on a connu avant, donc inférieur à 3 heures, avec des trains sans arrêt. Autre problème, la desserte des petites gares, comme la Souterraine. En 2h30, le train ne pourra plus s'y arrêter. Le collectif Urgence Polt demande donc une multiplication des allers-retours. Aujourd'hui, on n'a plus que 9 trains, et dont 6 s'arrêtent à la Souterraine. Demain, on demande 14 trains sur l'axe Paris-Toulouse, dont 7 qui s'arrêtent à la Souterraine. Alors, vrai engagement gouvernemental ou simple effet d'annonce, les travaux prévus devraient se terminer en 2025. Quand vous voyez la gare de la Souterraine oubliée de ce projet, quelle est votre réaction ? Écoutez, je pense à nos gares aussi, à nos gares qui sont en Gironde, qui ont également des fois un oubli d'un arrêt. On les souhaiterait, ces arrêts. Pour nous, aujourd'hui, dans le monde rural, où on voit arriver des personnes du monde urbain, on peut peut-être parler d'exode urbain après le Covid. Il va falloir que l'on ait des mobilités plus rapides, c'est vrai, effectivement, et peut-être que ça passe par des cadencements de trains ou de bus beaucoup plus importants. Donc,
Moi, pour attirer aussi la population, leur dire de rester. Beaucoup vont vivre en zone rurale, mais continuent de travailler en zone plus urbaine. Complètement. Le travail se trouve généralement, si on prend l'exemple de la Gironde, sur la métropole bordelaise. Donc il faut qu'on puisse venir. Alors venir, c'est pas souvent très compliqué quand on le fait avec le train. Quand on le fait avec une voiture, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis on congestionne la métropole. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Et les solutions ne se trouveront pas seules dans son coin. Il faudra le monde rural, il faudra la métropole, il faudra la région, il faudra le département. Il va falloir que tous ensemble, et bien sûr l'État, il va falloir que tous ensemble réfléchissent comment on peut décongestionner ces métropoles et comment on va faire ce cadencement pour que je puisse venir à Bordeaux plus simplement, plus facilement et régulièrement. Vous, aujourd'hui, vous êtes venu en voiture, par exemple. Oui, c'est ça. Je suis parti de Blasimont et pour venir vous trouver, il m'a fallu 1h50, vous voyez. Et Blasimont est à 57-58 km de vos studios. Donc voilà, d'où l'intérêt de mettre vraiment le paquet sur le train pour peut-être faciliter les déplacements, les vôtres, oui, les vôtres. Le train, le bus, voilà, seront certainement des solutions. Puis après, peut-être le covoiturage, le transport à la demande à l'intérieur des communautés de communes. Il y a certainement des solutions. Il va falloir, c'est un gros travail qui nous attend, parce que d'abord, ce département, c'est 20 000 habitants supplémentaires tous les ans. Tous les départements de la Nouvelle-Aquitaine ne sont pas logés nécessairement à la même enseigne. Il faudra que chacun dans son coin fasse un travail, je dirais un travail vraiment avec une toute petite maille. Il faudra qu'on travaille à la loupe et dans le détail. Daniel Barbe, un mot d'agriculture à présent. Cette semaine, pendant 3 jours, la ville de Niort a accueilli le congrès national de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. La présidente Christiane Lambert, que vous voyez ici à l'image, a notamment visité une ferme dite modèle qui rassemble élevage et production céréalière. Et agriculture, toujours au sommaire de cette émission, en Haute-Vienne et en Corrèze, la récolte des pommes du Limousin vient de démarrer. Et comme les viticulteurs il y a quelques semaines, la filière se heurte à une problématique de taille, le manque de main-d'œuvre. Regardez. Premier jour de récolte chez les pommiculteurs et comme chaque année, il est accompagné du casse-tête du recrutement des saisonniers. Une main-d'œuvre locale qui boude le labeur dans les vergers, la récolte tardive qui élimine les candidatures étudiantes et de plus en plus de mal à recruter les travailleurs étrangers dont le niveau de vie augmente. Alors pas le choix pour les exploitants corréziens, il faut fidéliser la main-d'œuvre. Sur le local, c'est quand même difficile de trouver des personnes. Donc clairement, la main-d'œuvre espagnole et portugaise pour nous est très importante. On doit faire le maximum pour bien les accueillir. On a quand même la chance dans ce verger d'avoir des logements pour accueillir l'ensemble des saisonniers. On a la possibilité d'accueillir 80-85 personnes. Des conditions de travail et un salaire décent, mais aussi assurer le logement pour rester attractif. Plus difficile pour les petits exploitants qui se tournent vers d'autres méthodes. J'ai fait le choix d'investir dans cette nouvelle machine d'assistance à la cueillette qui me permet donc de supprimer les picking bags et les échelles sur la cueillette, d'avoir une ergonomie de travail pour mes salariés bien meilleure et normalement d'obtenir un rendement supérieur à une cueillette à l'échelle et au picking. Un investissement à 100 000 € encore en phase de rodage pour sa première récolte, mais qui devrait augmenter le rendement de 40%. Ça change qu'on n'a pas à se déplacer. C'est vrai que c'est mieux du côté qu'on n'a pas à faire des allers-retours avec le picking plein. Pour le dos, c'est beaucoup mieux. Et c'est un peu... Par contre, c'est automatisé, quoi. C'est sûr que là, la machine, elle continue, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Passé de 24 à 16 saisonniers, les solutions pour répondre au manque de main-d'œuvre se dessinent. L'objectif étant toujours le même, assurer les 4 semaines de récolte. Alors Charente, Dordogne, ce manque de main-d'œuvre touche l'ensemble des pommiculteurs. Et plus largement, il a manqué des saisonniers tout l'été dans tout type de secteur. On est bien d'accord. Et puis ça fait des années que ce système-là s'est mis en place. On en manque en Gironde, dans la vigne, on en manque partout. Et d'ailleurs, on voit arriver souvent des jeunes avec des fourgons aménagés qui s'installent chez nous saisonnièrement pour pouvoir pallier ce manque de main-d'œuvre. Ce n'est pas toujours simple ces moments de récolte. Là, on a vu sur ce reportage qu'il y avait du bon matériel. Ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours le cas.
Mais il faut casser cette image et puis il faut avancer. On a besoin, et nos agriculteurs ont besoin de saisonniers, ont besoin de main-d'œuvre. C'est aussi un projet alimentaire de territoire et c'est l'alimentation de notre pays, quoi. Alors, vous le savez, je vais enchaîner un petit peu puisque cette émission a pour but de revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Une semaine marquée par la Journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, une pathologie qui concerne près d'1 million de personnes en France. Pour les familles des malades, c'est une épreuve au quotidien. En Creuse, un couple a accepté de témoigner. Allez, assieds-toi. Assieds-toi. Le quotidien de Marinette et Jean Bernard. Une vie rythmée par le silence. Là, et là, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on va faire là? Je sais pas. Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2016, il a perdu progressivement sa capacité à s'exprimer. Au quotidien, c'est difficile d'interagir avec lui? Ça dépend des moments. Il y a des moments plus compliqués que d'autres. Ça peut être une passe dans la journée, mais ça peut être des jours qui suivent également. Et donc, c'est très compliqué. Est-ce que tu as des souvenirs anciens qui te reviendraient? Est-ce que tu te souviens de choses quand tu étais plus jeune ou... Normalement. S'occuper de son mari est devenu pour Marinette un travail à plein temps, marqué par la solitude. Vous avez l'impression d'être tout seul et de ne plus savoir quoi faire. Et vous dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, qu'est-ce qui va m'arriver demain, Enfin voilà, vous êtes un petit peu perdu, quoi. Tous les ans, 250 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. Autant de malades qui dépendent de l'aide de leurs proches et d'associations comme France Alzheimer. Bon, après ce témoignage dur et poignant, je vous propose un peu de légèreté pour terminer cette émission. Est-ce que vous jardinez, vous? Un petit peu, quand j'ai le temps, mais j'ai pas souvent le temps. Bon, mais le dernier reportage devrait vous plaire. Cette semaine a été marquée aussi par le premier jour de l'automne. Direction les jardins ouvriers d'Angoulême, où les jardiniers savent faire, même si la nature commence déjà à ralentir. Regardez. En profiter, c'est les dernières. Un dernier parfum d'été, cueilli avec amour par Patricia, quelques framboises avant l'arrivée de l'automne. Faut miser juste. On va retourner tout ça, passer le motoculteur et puis préparer pour l'hiver, laisser reposer. Et le jardinier, il va se reposer aussi? Non, un jardinier ne se repose jamais. Il y a toujours quelque chose à faire dans un jardin. Dans les jardins ouvriers et familiaux du Grand Angoulême, il y a encore un peu de travail. Sur cette parcelle, Jean-Patrick, lui aussi récolte ses derniers légumes et il est plutôt généreux. Le travail, ça c'est du fenouil. Si ça vous fait plaisir, vous les emmenez, parce que moi j'en veux plus. Je les donne. C'est des potirons pour faire de la soupe. Mais on les donne, j'en donne aux écoles pour Halloween. Je les donne à l'école, ils les creusent et puis ils font des bougies à l'intérieur. À la fin de l'été, il faut aussi penser aux prochaines floraisons. Et ça, c'est l'affaire de Pierrette. Un tulipe, narcisse là que je vais installer. Il y a les crocus. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai pas beaucoup de place. Des fleurs et aussi tout un tas de choses à préparer avant l'arrivée de l'hiver. J'ai encore du travail, vous voyez, j'ai des choux à replanter, là, des choux de Chine, j'ai des choux-fleurs à repiquer. L'autre côté, là-bas, il faut que je mette des choux de chinois. J'ai pas mal de choses à faire. En attendant, eux profitent encore des derniers rayons de soleil. Une dernière image de l'été. Et voilà, c'est sur ce reportage que s'achève cette émission. Merci beaucoup, Daniel Barbe, de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle, vous êtes le maire socialiste de Blaise-Dibon et le président de l'association des maires ruraux de la Gironde. Merci à vous et merci à vous aussi de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage.